Bonjour à vous tous et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, nous avons avec nous Cédric Boutin. Cédric vient nous présenter une paire de souliers Converse avec la thématique de l'émission Stranger Things. Laissons-le nous en parler. Bonjour Cédric, comment ça va? Bonjour Audrey, ça va très bien, merci. Parfait. Donc, on va commencer. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter exactement aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je te présente une de mes paires de souliers. C'est une paire, en fait, de Converse personnalisées à la thématique Stranger Things. Ce sont, en fait, des Converse taille cheville. Elles sont blanches et elles ont été customisées par 3 de mes amis à la peinture à l'acrylique. Ah, OK. Donc, est-ce qu'il y avait une occasion spéciale ou une circonstance spéciale pour que tes amis fassent ça? Eh bien, oui, effectivement, mes amis ont en fait créé ces chaussures à l'occasion de mon 17e anniversaire. C'était donc un cadeau. Et c'était aussi pour elles, selon ce qu'elles m'ont dit, une manière d'être certaine que je ne les oublie pas en partant faire mes études à Ottawa. Donc, c'était comme la petite phrase cute, là. Ah, quand tu vas partir à l'école, tu vas nous mettre à tes pieds, là. Bon. Bien, ça, c'est vraiment une belle attention de la part de tes amis. Mais pourquoi ils ont choisi la thématique Stranger Things? Eh bien, ils ont choisi la thématique Stranger Things parce qu'en fait, ils savaient qu'est-ce que la série représentait pour moi. C'est-à-dire que, pour expliquer mon parcours, c'est qu'en secondaire 1-2, j'étais dans une école secondaire publique où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de place au déplacement artistique. Et moi, je suis un artiste dans l'âme. Je suis vraiment passionné par tout ce qui est art. Et donc, je n'avais pas l'espace pour vraiment grandir dans ça. Donc, c'était un petit peu en train de me déprimer, puis ça me tombait beaucoup sur le moral. Lors de mes vacances de secondaire 2, j'ai découvert la série Stranger Things et ça m'a comme redonné la flamme, ma passion en fait pour les arts dramatiques. Donc à partir de là, voir tout le talent des acteurs, la passion et le dévouement de la série, j'ai décidé par moi-même de faire tout ce qui était nécessaire pour changer d'école. Donc j'ai trouvé une école secondaire 30 minutes plus loin en fait à Saint-Hubert, au Québec, pour aller dans un programme de théâtre et c'est à partir de là que j'ai rencontré mes amis. Wow, c'est vraiment une belle histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi, en fait, Stranger Things? Bien sûr. En fait, Stranger Things, c'est une série créée par les Duffer Brothers et réalisée par Sean Levy. Donc, pour résumer le synopsis, ça se passe dans les années 80 à Hawkins, dans l'Indiana, aux États-Unis. C'est l'histoire, en fait, de Mike, Dustin et Lucas, 3 amis de Will Byers qui disparaissent suite à des événements complètement mystérieux. Et du coup, suite à cette disparition mystérieuse, les 3 amis décident de partir à la recherche de leur ami. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent Eleven, une fille mystérieuse avec les cheveux rasés. À partir de là, ils vont découvrir plusieurs phénomènes paranormaux, ou en tout cas étranges, et le laboratoire de Hawkins et différents phénomènes étranges qui pourraient possiblement expliquer la disparition de Will. Donc, grossièrement, c'est ça. Wow, ça a l'air une très bonne série. Revenons un peu sur les Converse. Peux-tu m'en parler un petit peu plus? C'est quoi, en fait? Oui, eh bien, comme je l'ai dit, c'est une paire de Converse qui, à la base, était tout bête. C'était un modèle très populaire vendu au magasin pour le prix d'environ 80 $. Donc, ce sont des Converse taille cheville. Donc, modèle blanc avec la petite ligne rouge, comme on peut voir ici. C'est de la lignée des All-Stars. Et grossièrement, sommairement, c'est ça. Parfait. Est-ce que tu les portes souvent, tes souliers? Oui, vraiment souvent. Dès que j'ai l'occasion de porter des souliers blancs, c'est en fait celle-là que je choisis par préférence. Et comme tu peux le voir, il y a quelques petites taches et d'usure sur les chaussures, donc le temps a fait son effet. Oui, en tout cas, elles sont super belles, tes Converse. C'est malheureusement tout le temps que nous avions aujourd'hui. Donc, merci Cédric d'être venu nous présenter tes souliers si uniques. Maintenant, grâce à toi, on en connaît mieux sur les Converse, sur la série Stranger Things et sur ta paire de souliers. Restez des nôtres. Après la pause, notre chroniqueur invité Nathaniel Bisson viendra nous parler d'une guitare signature. À la prochaine.
Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir M. Amin Tazi, qui est étudiant à la Cité à Ottawa en production télévisuelle. Donc aujourd'hui, Amin va nous parler d'un objet qu'il possède. Donc sans plus attendre, commençons cette émission à découvrir. Bonjour Amin, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, merci à toi. Oui, je vais très bien, merci de demander. Donc on va commencer ça tranquillement. Comment tu t'es procuré cet objet? En fait, ce couteau-là, je l'ai eu lors d'un voyage en Égypte que j'ai fait avec ma famille. Ça s'est passé en 2018. Et on avait voyagé un peu partout dans le pays. On est parti au Caire. Puis au sud du Caire, il y a une autre ville qui s'appelle Sharm el-Sheikh. Et du coup, on y a été pour un séjour de quelques jours. Et là-bas, il y a beaucoup de marchés traditionnels, de bazars, d'antiquaires. Et lorsque je me baladais là-bas, j'ai trouvé sur une devanture de magasin pas mal d'objets un peu vieux, un peu faits main. Du coup, je me suis approché parce que ça m'avait intrigué. Et c'est là-bas que j'ai trouvé ce couteau. Il était vraiment caché autour de bols et de cannes. Mais comme du coup, c'est là-bas, il m'a intrigué, je l'ai acheté et depuis, je le garde avec moi. Quand même très intéressant. Donc ça a dû être un beau voyage aussi. Oui. J'imagine. Parfait. Donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le couteau? Oui. Déjà, du coup, c'est un couteau qui est fait en cuivre. Et c'est un couteau vraiment d'ornementation, donc qui est fait pour la décoration. Si on commence avec du coup le pommeau, on voit que vraiment il est arrondi et vraiment pas pratique pour être vraiment utilisé. Donc il est fait pour être juste maintenu contre un mur ou sur une table. Et puis ici, dans le fourreau, on voit qu'il y a vraiment des racines qui s'entrelacent et qui s'entremêlent et qui se croisent les unes sur les autres. On voit ici qu'au bout, il y a comme une petite tête de serpent avec l'œil. Et derrière, il y a encore plus de feuilles, de fleurs plutôt. Et comme c'est ça, c'est très végétal la décoration. Puis quand on l'ouvre, il est tout simplement juste très propre, bien lisse, pas vraiment de détails à dire sur la lame en elle-même. Et à part que ici, comme on peut remarquer que ça n'a pas très bien été fini, mais c'est ce qui fait son charme un petit peu. Oui. Donc c'est vraiment un gros travail, il y a des détails, c'est un bon travail honnêtement, Oui. C'est pas n'importe quoi. Exactement. Donc en fait, on va enchaîner comme ça. Comment il a été fabriqué ce couteau? Au fait, du coup, lorsque je l'ai acheté, j'ai discuté un petit peu avec le propriétaire du magasin et il m'a dit que tous les objets qui étaient présents dans son magasin, c'est lui qui les avait fabriqués. Fait que là, il y a plusieurs manières de faire des couteaux, mais lui, il a juste pris un bloc de cuivre et il l'a taillé, il l'a creusé avec une lime, avec tous ses outils. Et on peut remarquer ici encore que ça a été limé, c'est pas très bien poli à la fin. Et puis que aussi ici, ça a été creusé, etc. On ressent vraiment que ça a été fait, que c'est un travail artisanal, fait à la main, fait du coup par le propriétaire du magasin. Et c'est pas vraiment résistant, cette manière de faire. Elle n'est pas faite pour utiliser le couteau, parce qu'il est très fragile. Et même, comme j'ai dit au départ, il n'est vraiment pas tranchant, comme il ne coupe pas, il ne pique pas. Ouais, en fait, merci Amine. Merci d'avoir été là à cette émission. C'était quand même très intéressant. On en a appris un peu plus sur ton couteau, puis les couteaux pas pour couper ou vraiment pour décorer. C'était quand même très intéressant. Donc, restez des nôtres, chers téléspectateurs. C'est tout le temps que nous allons, donc on te remercie encore. Donc, restez des nôtres. Prochaine émission, nous allons recevoir William Veilleux qui va nous parler d'une vieille caméra qu'il possède chez lui. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'émission. C'était très agréable et passez une excellente soirée. C'est très bien, oui.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, on a le bonheur d'avoir avec nous le cher Félix, qui va nous parler aujourd'hui de son clavier synthétiseur. Alors, comment ça va, Félix? Ça va très bien, toi? Ben, moi, ça va super bien, merci. Fait qu'on va commencer tout de suite. Peux-tu nous expliquer en détail ton synthétiseur? Oui. Bien, un synthétiseur, en général, c'est avant tout quelque chose qui marche par des signaux électroniques et qui va servir à moduler des sons et créer des sons totalement uniques qui vont être électroniques pour le coup. Et on peut aussi réussir à recréer des sons de piano ou des sons de guitare de façon plus ou moins réaliste. Il faut savoir s'y prendre quand même. Ouais. Mais ouais, en gros, c'est pas mal ça. Puis c'est très créatif. La plupart de nos jours sont accompagnés de, comme qu'on peut voir ici, clavier MIDI. Qui va donc faire en sorte qu'on peut jouer des accords avec les sons qu'on a créés. Et voilà, c'est pas mal ça. OK. Fait que c'est vraiment un objet de création musicale. Très créatif comme objet. C'est Puis ben, ça doit avoir un historique. Fait que c'est quoi l'histoire du premier synthétiseur? Oui, bien, en fait, il est important de savoir qu'il a été créé en 1874. Fait que ça date vraiment. Ça date, là. C'est très, très vieux. Par Élie Chegré, qui a donc créé un synthétiseur qui était électro-aimant et qui marchait grâce à un réseau téléphonique. Donc, c'est vraiment vieux. Et pour te donner une idée, là, honnêtement, le synthé pouvait faire la taille de mon sofa là, chez nous. Vraiment, là, c'était très, très gros à l'époque et on avait juste 2 octaves comme ici pour pouvoir jouer qu'est-ce qu'on pouvait réussir à moduler à l'époque. Mais c'était beaucoup plus dur et moins efficace. Fait que dans le fond, tu es en train de me dire qu'en 1800, la même chose, mais gros comme un sofa, là? Oui. OK. Fait que dans le fond, c'est clair qu'il y a eu une évolution à travers le temps pour que ça finisse vers ça. Là, fait. Bien, en fait, 20 ans plus tard environ, en 1897, il y a eu Tadeusz Kael, qui a donc, lui, inventé le premier synthétiseur électromécanique. Donc ça a été un gros step-up. Puis on n'était donc plus par réseau téléphonique, mais bien par réseau électronique pour transporter le signal. Et c'était vraiment bien. On a bien évolué. Par contre, dans les années 1900, quand les années 1900 ont commencé, oui, on expérimentait des synthés, mais c'était vraiment pas beaucoup utilisé dans l'industrie musicale. C'est-à-dire qu'on avait énormément de, comment je pourrais dire, d'instruments à cordes, d'instruments à queue et des trompettes, peu importe, etc. Mais ça a pris environ jusqu'aux années 60. Et dans les années 60, il y a la Moog Industry Company qui a parti les premiers synthés Moog. Et là, il y a un groupe, je ne sais pas si tu connais les Beatles. Wow, ben oui. T'es assez connu, là. Oui, c'est ça. Qui a commencé à faire des productions avec des synthés Moog. Et donc, ça a vraiment pris une place importante dans l'industrie et tout le monde voulait commencer à composer avec ça. Années 70, années 80, le disco, Michael Jackson, c'était vraiment énormément utilisé. Puis jusqu'à aujourd'hui, on en utilise encore beaucoup. Fait que ça a quand même une très, très bonne historique. C'est quand même assez fou. Oui, c'est intéressant. Puis comment que ton synthétiseur fonctionne? Oui, alors bon, j'ai dit un synthétiseur. Bon, ce que j'ai aujourd'hui, c'est plus un clavier MIDI qu'autre chose, mais bon, ça peut quand même être synthétiseur. Comme on peut voir, bon, comme je vous dis, on a 2 octaves ici qui vont permettre de jouer nos accords, mais si je veux, je peux monter les octaves ici et descendre les octaves ici grâce à ça. Ici, j'ai ma banque pour assigner des drums, donc peu importe qu'est-ce que tu veux, on en a 8 ici. Et si j'en ai pas assez de 8, je peux changer en cliquant ici pour en assigner d'autres, simplement. Et puis, oui, en gros, c'est pas mal ça. Ici, on peut moduler des sons et puis, ça ressemble pas mal à ça. Ben, c'est pas mal intéressant. Écoute, merci Félix d'avoir été avec nous aujourd'hui. Soyez des nôtres parce que la prochaine émission, il ne faut pas la manquer. C'est un invité assez spécial. C'est Audrey qui va nous présenter sa Nintendo 64. Donc, manquez pas ça. Et merci beaucoup Félix d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonjour à tous, bienvenue à l'émission spéciale pour la fête à découvrir. Mon nom est Damien Louis et je vais être votre animateur pour les prochaines 5 minutes. Aujourd'hui, moi je suis avec Zachary Madrelay pour discuter au propos de l'album Live After Death par Iron Maiden. Je suis tellement excité au propos de ce sujet, donc bienvenue Zachary aux émissions Rencontre. Ben, merci Damien, ça fait plaisir d'être là. Donc, pour débuter, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous sommes capable de parler au propos de cet album en particulier? En fait, ouais, donc ça, c'est le premier album live du groupe de heavy metal britannique Iron Maiden. Fait que ça, c'est comme leur premier. Au total, ils en ont fait 10, donc il y en a 9 autres qui sont sortis après. Puis en fait, cet album-là, qu'est-ce qu'il y a de, en guillemets, spécial, c'est qu'encore aujourd'hui, il est considéré comme un des meilleurs albums live de tous les temps et potentiellement le meilleur album live de métal qui existe sur cette terre. Puis c'est ça, donc effectivement, c'est là qu'ils ont enregistré justement cet album-là. C'était dans la tournée en 84 et 85, dans le World Slavery Tour. Ça, ils ont fait le tour du monde. Parce qu'Iron Maiden, quand il fait le tour du monde, c'est pas 30 villes dans 3 pays différents. C'est vraiment, ils font le tour du monde puis ils partent environ. Des fois, ils partent 6 mois, comme qu'ils peuvent partir 1 an et demi, tu sais. Eux, c'est vraiment ça, des tournées. Fait que autant en enregistrer, enregistrer un album live. Là. Et vous dites que c'est un album live. Pourquoi vous avez fait ça, un album live, au lieu de comme une fête dans un studio dédié pour des affaires comme ça? Ben en fait, comme qu'ils l'ont déjà expliqué dans des entrevues, c'est que c'est en live vraiment que leur musique apprend toute leur ampleur. T'sais, le fait de faire de la musique, s'il n'y a pas de public maintenant, ça ne sert à rien. Fait qu'en live, c'est là vraiment dans le concert, c'est là que la musique prend son importance. Fait qu'ils se sont dit autant en enregistrer un album pour en faire, peut-être qu'ils se sont dit pour faire le meilleur album de tous les temps, mais surtout pour se dire vraiment, peut-être donner la chance aux gens qui n'ont pas nécessairement l'argent pour se payer des concerts, pour justement vivre un peu, entre guillemets, c'est quoi Iron Maiden en live, parce que c'est vraiment en live qu'Iron Maiden, son pouvoir atteint son maximum, mettons. Là. Fait que je pense que c'est pour ça, ouais. Mais parce que c'est une CD, je remarque que le cover est certainement plus unique comparé à les autres affaires que j'ai vues. Donc, peux-tu parler un peu au propos du cover? Oui, bien, en fait, la pochette de l'album, ça représente Eddie, qui est la mascotte du groupe. Puis en fait, depuis le premier album, Eddie il est sur toutes les pochettes d'albums, sur toutes les EP, il est partout. Des fois, il est sur le stage, il marche littéralement. Ils ont un robot ou quelqu'un d'exemple qui se promène sur le stage. C'est vraiment l'image du groupe. Puis en fait, là, ça représente en fait Eddie qui sort de sa tombe, donc Do Live After Dead, donc il sort de sa tombe. De Dead. Puis en fait, le cover de l'album aussi, si on check aussi en arrière, il y a des détails, sur les tombes, il y a des noms, où il y a des choses inscrites, justement, puis il y en a que ça fait des références à des chansons ou à un peu l'univers du groupe, vraiment. Là. Ouais. Et est-ce que tu peux dire un peu au propos du groupe, comme une couple de secondes? Ben ouais, en fait, Iron Maiden, c'est un groupe britannique, comme je l'ai dit. Il a été créé en 1975 par le bassiste Steve Harris, qu'on trouve sur la pochette d'album à l'intérieur. En fait, c'est lui qui a vraiment, c'est son groupe, c'est lui qui l'a fondé. Puis encore aujourd'hui, Iron Maiden font encore des tournées, font encore des albums. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais moi, on a besoin de quitter. Donc, désolé, mais on va plus tard parler au propos Amin Tazi avec son couteau fait en or. Je suis vraiment intéressé sur le détail au propos de ça, parce que c'est pas exactement ce qu'on va voir le détail, mais on va voir une autre journée. Au revoir.
Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir, une émission de démonstration où est-ce qu'on découvre des objets par des chroniqueurs différents à chaque semaine. Je m'appelle Cédric Boutin, aujourd'hui je vais être votre animateur et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Nathaniel Buisson qui nous fera découvrir une guitare signée par son chanteur préféré. Bonjour Nathaniel, comment ça va? Ça va bien, toi? Super bien, merci. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je vois que tu as une super belle guitare. Parle-moi donc un peu du modèle. Ben c'est ça. Cette guitare-là, c'est une Fender Stratocaster signature. Comme on peut voir ici, ça dit Fender Stratocaster. C'est un modèle américain signé par Dave Murray. Il y a la signature en arrière. Juste ici, si on peut voir. Puis, il y a la signature juste là. Puis, c'est ça, c'est une Fender Stratocaster. Il y a beaucoup de répliques de cette guitare-là, mais ça, c'est vraiment une authentique américaine. Puis, je suis vraiment content de l'avoir. Une authentique en plus, génial. Ouais. Donc, tu la possèdes depuis combien de temps, cette guitare-là? Je la possède depuis 2018, depuis ma fête. Donc, ça fait maintenant 3 ans. Puis, pour elle, j'en joue chaque jour. C'est vraiment ma guitare préférée pour plusieurs raisons. Donc, ça m'a été offerte en cadeau à ma fête de... Ça fait 3 ans, donc ma fête de 15 ans. Puis, je pouvais rien demander de mieux que ça. Tous les jours, donc tu joues quoi avec cette guitare-là? Je joue du metal, du blues, du rock, du country. OK. Vraiment de tout. Donc, très diversifié. Ouais. Puis ici, pour continuer sur ta guitare, c'est unique comme modèle, ça doit avoir une valeur? Oui. Dans le fond, cette guitare-là, vu qu'elle est unique, comme tu dis, elle est américaine, donc elle a une valeur de 1500 $ américains, ce qui est à peu près 2300 $ canadiens. Puis, c'est ça, mon père a réussi à la faire importer d'un autre magasin pour qu'elle arrive à Ottawa. Puis là, un jour, il m'a réveillé le matin, puis il m'a dit « Hey, faut qu'on aille à Ottawa acheter quelque chose. » Puis là, on est arrivé dans le magasin, puis il y avait ça, puis il m'a acheté. Non. Ouais, c'était vraiment cool. Non, c'est vraiment le fun, ça. Ouais, c'est hot. OK, mais elle doit être super belle, ta guitare, puis originale, puis tout. Mais là, si on parle un peu des côtés techniques, c'est quoi les specs? Oui, dans le fond, il y a beaucoup de caractéristiques techniques, comme on peut voir, elle est garnie pas mal. Tu sais, on peut voir, j'ai des marques, là, parce que j'ai fait des petits gigs avec cette guitare-là. Donc, je l'ai un peu battue, mais tu sais, elle est encore en très bon état, puis elle sonne super bien. Dans le fond, ici, il y a un knob avec 5 tons différents qui représentent les différents pick-up. Donc, on a le premier ici, qui fait vraiment un beau son, le bridge pick-up. Après ça, si on a ici, on a le bridge puis le middle. Ici, on a juste le middle. Ici, on a le neck puis le bridge. Puis ça, c'est vraiment mon son préféré. Juste le neck pour faire des solos super bluesy, puis ça sonne vraiment bien. Ici, la guitare est faite avec un Floyd Rose, un mécanisme vraiment génial qui a été créé dans les dernières années, de l'année 90, qui a été vraiment révolutionnaire. Donc, dans le fond, ça, c'est une barre que tu peux moduler ta guitare comme tu peux faire avec un clavier, mais tu peux vraiment moduler la guitare comme avec ça. Je comprends. Puis il y a un lock ici pour pas que ta guitare se désaccorde. OK. Donc, pour résumer, tu t'accorderais à dire que c'est l'objet que tu chéris le plus au monde? Oui, vraiment. Ah, OK. Bien, merci beaucoup pour ta présentation d'un objet aussi fascinant. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait aujourd'hui et c'est aussi malheureusement tout le temps qu'on avait pour cette saison. Donc, merci d'avoir été des nôtres tout au long de la saison. Je vous dis donc au revoir et ce n'est qu'un rendez-vous pour la saison de l'année prochaine. Ciao, ciao. Donc, une guitare signée, wow. Ouais. C'est cool. Il y en a beaucoup comme